C'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui dans Hop là, j'ai chaussé les Rangers parce qu'on va s'enfoncer 25 mètres sous terre découvrir le Fort Cassot. Cet ouvrage d'infanterie maillon de la ligne Maginot, situé sur le plateau de Rohrbach, a résisté héroïquement aux assauts de l'armée allemande en juin 1940 grâce au courage de 176 hommes. Mais avant de descendre dans les entrailles de la terre avec mon guide Frédéric Dalomo, allons explorer un autre lieu très proche. Chers parents, aujourd'hui j'étais de passage à Binin et j'y ai découvert le restaurant du coin. L'établissement est une institution dans le village. Il a été créé en 1989 par la famille Kirsch qui a passé le flambeau à la famille Gladel en 2019. Elle y propose une cuisine traditionnelle avec des produits frais. On donne tout ce qu'on a, tous les jours. Donc c'est vrai, c'est un restaurant qui historiquement a toujours bien marché, depuis toujours, qui est connu, reconnu par la clientèle. Donc c'est vrai qu'à midi, on est souvent complet, pratiquement tous les jours. Le week-end, pareil. Voilà, quelque part, on est quand même fiers de rester dans cette continuité, d'avoir une belle affaire. Une aventure familiale, puisque Pascal Gladel est accompagné par son épouse et son fils Robin, qui n'a pas hésité à se lancer dans ce challenge avec ses parents. La richesse de voir les gens heureux quand ils sont au restaurant. Moi, j'ai l'occasion d'être beaucoup en cuisine, mais également d'être des fois en salle. Donc le matin, je vois le côté cuisine, préparation. Et le midi, de temps en temps, je suis devant en salle ou au bar. Donc j'ai l'occasion d'échanger avec les clients et de voir leur avis et de voir leur satisfaction. Au total, 7 personnes travaillent au restaurant. En plus des 100 couverts de l'établissement, la famille Gladel propose aussi un service de portage à domicile de leurs plats du jour à Binin et quelques communes alentours. Bonjour Frédéric Dalomo. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Tu es donc le président de l'association Fort Cassot, mais avant cela tu étais bénévole et membre actif. D'où te vient cette passion pour cet ouvrage et plus largement pour l'histoire de la guerre ? Alors une simple visite ici au Fort Cassot m'a donné effectivement l'envie d'intégrer cette association. Le fait de voir toutes ces choses que je ne connaissais pas de ma génération, 39-40, voir ce genre de choses, oui, ça m'a donné envie effectivement d'aller plus loin et donc d'être guide bénévole dans cette association et passer par toutes ces étapes pour arriver aujourd'hui président. Oui. Et ça fait combien de temps alors que l'aventure est... 22 ans d'aventure. 22 ans. Voilà. Combien vous avez de bénévoles dans l'association ? Alors nous sommes aujourd'hui 22 bénévoles, tranche d'âge de 25 ans à 88 ans. D'accord, et vous en recherchez peut-être d'autres, des bénévoles ? Vous faites appel à toutes les bonnes volontés ? Toujours. Alors moi, pour te contacter, je t'ai appelé via mon téléphone portable. C'était un peu plus moderne que le système qu'on peut retrouver ici. Explique-moi comment ça fonctionne. Alors, simplement, un pupitre pour tout ce qui est ligne interne et un pupitre pour tout ce qui est ligne externe. Ok. Quand on décrochait un téléphone dans l'ouvrage, il y a une petite sonnerie qui sonnait à cet endroit-là. L'opérateur téléphonique prenait son petit appareil, demandait, voilà, qu'est-ce qu'il vous faut ? Elle me dit, je veux la ligne extérieure pour téléphoner au commandant, par exemple, qui se trouve vers un abri un peu en retrait. Et tout simplement, l'opérateur téléphonique prenait son fil. Je vais le faire aussi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Pourquoi pas ? Et le brancher. Et là, la communication se faisait entre l'interne et l'externe. Ok. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, sur ton parcours, on va découvrir l'autre portrait du jour.
Alors, je suis originaire d'Alsace-Bossu, un petit village à côté de Sarre-Union qui s'appelle Schopperten. J'ai commencé quand j'avais une dizaine d'années, où j'ai eu l'occasion d'avoir un petit accordéon à boutons diatoniques. J'ai dû prendre la relève rapidement dans mon petit village, puisque bon, le tenant du titre d'organiste, qui était en fait mon oncle, quoi, et qui a eu un accident mortel. Et j'ai dû intervenir rapidement. Ils ont dit « Oh tiens, Henri, toi tu connais la musique, tu fais de la musique, joue-nous donc dans notre église. » Donc j'ai commencé à l'harmonium. Et naturellement, je suis passé de l'harmonium à l'orgue. J'ai eu la possibilité d'avoir quelques tuyaux, on pourrait le dire, d'un autre pasteur de Herbitzheim, village voisin, qui m'a donné quelques conseils. Je suis allé 2 ou 3 fois le voir, et puis il a dit « Oh ben tu as compris maintenant, donc tu te débrouilles, ça ira très bien. » Et effectivement, j'ai perfectionné mon solfège, et vous allez rire, c'était en gardant les vaches, parce que disons, nous on avait une grande ferme, et puis j'étais gardien de vaches pendant l'été, et c'est là, tout en gardant les vaches, que j'ai appris ma théorie. Alors j'ai enseigné les lettres modernes, ce qu'on appelle couramment le français, et l'éducation musicale. Donc j'ai rapidement été sollicité pour compléter au collège Jean Jaurès à Sarreguemines. J'ai toujours fait de l'orgue. C'est bien simple, j'ai commencé à 14 ans, j'en ai 84, donc ça me fait cette année 70 ans de service et de passion d'orgue. Les orgues sont complexes en fait, et il faut être vraiment facteur d'orgue pour organiser, comme on dit aussi, pour rentrer dans le ventre de l'appareil et comprendre comment c'est fait. En fait, c'est un dinosaure avec beaucoup d'éléments. J'aime la beauté des sons. Il y a une sonorité très particulière et très variée en fait. Ça permet globalement, avec le pédalier qu'on utilise aussi, de former un vrai petit orchestre. J'ai toujours ce besoin, disons, de communiquer et de sentir que je suis en symbiose avec mon prochain. Et disons, dans ce sens-là, la musique est vraiment un média qui permet de donner et de recevoir. Et je crois que ça apporte beaucoup de bonheur. C'est un beau partage. Nous sommes ici dans la chambrée de la troupe. Combien d'hommes dormaient ici? Alors, on pouvait placer ici, dans cette chambrée, 26 hamacs. 26 hamacs, sachant qu'un hamac était prévu pour 3 soldats sur un roulement de 24 heures. Ok. Donc, on pouvait en placer une bonne partie. Et on avait combien de chambres alors? Alors, les chambrées, une bonne quinzaine de chambrées. Celle-ci est la plus grande. Les autres chambrées, ce sont des chambrées de 6-8 personnes, par exemple. On est passé devant les chambres de sous-officiers. Elles sont un peu plus spacieuses. Oui, plus jolies aussi. Oui. Ouais, elles sont décorées, il y a des petites frises. Tout à fait. Mais le confort était différent forcément pour les officiers. Donc oui, plus spacieuse. Le petit lavabo supplémentaire pour la petite toilette quotidienne, qui était directement dans la chambrée, ce qui n'est pas le cas ici. Justement, au niveau de l'hygiène, comment ça se passait à l'époque, hein, au niveau des douches, des toilettes? Alors, niveau hygiène, c'était simple. Pour l'époque, c'était pas compliqué. Les civils, on sait qu'à l'époque, les civils prenaient un bain par semaine. Soit le samedi, soit le dimanche avant d'aller à la messe. Les soldats, quand ils arrivaient ici, on procédait de la même manière. La seule différence, c'est que ce n'était pas des bains, c'était des douches. D'accord.
Donc une modernité pour eux, c'était assez impressionnant de voir des douches, sachant qu'ils connaissaient que les bains. Oui, parce qu'il n'y en a que 2 ici, des douches, pour 176 hommes. C'est ça, temporairement 200 personnes, donc 176 hommes répartis sur la semaine, du lundi au dimanche. 2 douches suffisaient largement dans l'ouvrage. Ok. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est ces barres juste au-dessus de ma tête. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors ces barres, c'est tout simplement pour pouvoir passer dans le hamac du haut, sans gêner le camarade qui pouvait dormir dans le hamac à côté. Là, tu as un joli cadre photo. Alors, il y en a une qui m'interpelle particulièrement. On a des hommes tout nus, allongés. J'ai l'impression qu'ils jouent à Jacadi, mais je pense que c'est pas du tout ça. Explique-moi. Alors la version nudiste du Jacadi, je ne la connais pas. Mais en l'occurrence ici, c'était assez impressionnant et on voit déjà effectivement l'évolution pour l'époque. Se dire qu'à cet endroit-là, ils avaient une pièce, ils étaient couchés sur des paillasses, totalement nus. Mais une petite différence, c'est qu'au lieu de faire Jacadi, Adi, il y avait ici un officier ou un sous-officier, en l'occurrence c'était plutôt des sous-officiers, et on voit un petit appareil qui est juste là, donc le sous-officier surveiller tout simplement les personnes qui étaient là avec son petit appareil. Et si on regarde bien, sur les yeux de chaque Ah oui, ils ont des lunettes. ils ont des lunettes noires. D'accord. Et en fait, ici, ils faisaient tout simplement des séances de luminothérapie. C'est une grosse lampe qui diffusait une lumière très très grosse. Encore une fois, on va parler du psychologique, du mental, du soldat. Et l'UV, la luminothérapie, ça en fait partie. Mais pourquoi ils devaient être surveillés? En cas de malaise, D'accord. tout simplement. Et l'officier, par contre, lui, il n'en avait pas le droit. Non, moi je pense que c'est lui qui devait en faire le plus souvent, c'est lui qui devait faire toutes les séances, donc à un moment, Ah oui, il pour se éviter couvrait qu'il soit Voilà. irradié. Parlons un petit peu de la paix, si tu veux bien. On va aller de l'autre côté de la frontière, tout près d'ici, à Niedergaibach. Depuis 1968, la petite chapelle de la commune est consacrée chapelle de la paix. Elle abrite notamment une réplique de la Madone de Stalingrad, une image de la Vierge Marie dessinée en décembre 1942 à Stalingrad par Kurt Robert, médecin de la Wehrmacht et pasteur protestant. Lumière, vie, amour, voici ce que Kurt Reuber a écrit en marge de son dessin, devenu symbole de paix dans toute l'Allemagne. La réplique de Notre-Dame de Stalingrad veille sur la petite chapelle de la Vierge à Niedergaibach. Une chapelle sans prétention, construite en 1816. L'édifice a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Située juste à côté du monument aux morts du village, elle a été restaurée et placée sous le patronage de Notre-Dame de Stalingrad, en mémoire des plus d'1 million de victimes russes et allemandes de cette terrible bataille et toutes les victimes de guerre à travers le monde. Alors ces hommes, il fallait bien les nourrir, d'où cette cuisine. Comment étaient préparés les repas et à quelle fréquence? Alors les repas, il faut savoir que dans cet ouvrage, il y avait pas moins de 9-10 cuisiniers qui s'affairaient à faire de la bonne bectance pour ces hommes. Simplement autant de cuisiniers parce qu'il fallait faire des roulements. Donc c'était comme ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises, c'était du 3-8. Donc il fallait que chacun puisse, à des heures décalées, puisse manger exactement la même chose. Donc matin, midi, soir? Voilà. Exactement. Donc avec le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner du soir. Et il y avait des réserves alors, je suppose? Oui, alors il y avait des réserves, il y avait un endroit où on stockait effectivement les vivres pour 2 mois. Alors c'était vraiment de la viande salée ou de la viande fumée. Alors ça, c'est vraiment des vivres de guerre. Hein, mais on peut se dire que par moment, quand il n'y avait rien, ou au tout début du conflit, quand il n'y avait absolument rien, les hommes pouvaient sortir, peut-être aller dans les fermes qui étaient déjà abandonnées, récupérer peut-être de la volaille, ce genre de choses, et puis ramener de la viande fraîche. Mais, comme dit, pour les 2 mois de vivre, c'était de la viande fumée, de la viande salée. Et des patates aussi, tu m'as dit? Énormément de patates. D'accord. Sous toutes ses formes. Bien sûr, parce qu'ils avaient aussi la modernité à l'époque avec l'éplucheuse électrique. Donc, facile à éplucher. On change un peu d'ambiance pour retrouver l'atmosphère un peu plus lumineuse de la cuisine de Mosaïque. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un gâteau à l'orange. C'est ma grand-mère et ma mère qui me le faisaient quand j'étais petite. Pour cette recette, il vous faudra 300 g de farine,
180 g de sucre, un sachet de levure chimique, 4 œufs, un demi-verre d'huile, un verre de jus d'orange et le zeste d'un demi-citron. On va d'abord séparer le blanc des jaunes. On va donc mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Aujourd'hui, j'ai pas de commis de cuisine, hein, alors je vais devoir mettre la main à la pâte moi-même. On rajoute le verre de jus d'orange. Et on va s'occuper du citron qu'on va zester. D'ailleurs, il faut faire attention à acheter un citron non traité. Bon, fais attention parce que j'ai déjà réussi à me râper les doigts. On mélange. On va rajouter la farine. Moi, j'ai déjà mis la levure chimique dedans. On rajoute. On rajoute l'huile. On va s'occuper des blancs d'œufs. Je vais rajouter une petite pincée de sel. Et on les monte en neige. Mes blancs sont prêts, on va pouvoir les incorporer à la pâte. Voilà, notre pâte est prête, il n'y a plus qu'à la mettre dans le moule. Alors moi j'utilise un moule en flexipan, par contre à la maison, si vous n'en avez pas, il faudra le beurrer et le fariner en amont. C'est parti! Et hop là, direction le four, 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà, le gâteau est sorti du four, il est démoulé. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'était une de mes recettes préférées de mon enfance. Et vous, c'est quoi votre recette préférée ? Nous voici ici dans l'infirmerie. On y soignait les petites blessures, mais il y avait aussi d'autres mal un peu plus discrets, le stress lié à l'enfermement. Comment est-ce qu'ils géraient ça, les soldats ? Alors, on essayait, à l'époque, ils essayaient quand même de faire le maximum. S'ils avaient du temps libre, musique, chant, jeu, on essayait au maximum de se vider la tête de cette manière-là. Maintenant, il est vrai que le stress à l'époque, est-ce que c'était bien reconnu, est-ce que c'était bien connu? Ça, je ne peux pas le dire. Mais on faisait vraiment tout à l'époque pour que psychologiquement, mentalement, le soldat puisse se sentir bien. Ah, il y avait l'alcool aussi qui aidait un petit peu, quand même, je pense. Un petit peu de vin, peut-être des fois un peu de trop, mais un peu de vin histoire de garder le moral quand même, effectivement. Et puis les pièces, on le voit, elles sont quand même assez colorées, c'est assez gai. Je ne m'attendais pas à ça en rentrant dans l'ouvrage. C'est vrai que dans un milieu militaire, on a l'impression d'avoir, on a toujours peur de voir quelque chose de trop rude, de trop. Mais c'est vrai que dans ces ouvrages-là, étant donné qu'il devait y passer quand même 2 mois, on essayait d'égayer peut-être certaines pièces, les chambriers. Alors oui, l'infirmerie avec ce petit carrelage et ce petit liseré jaune. Oui, c'est mignon comme tout. Hein. Voilà, ça peut effectivement, mais ça apporte un peu de baume au cœur et puis ça remonte un petit peu le moral. On n'est pas dans un endroit gris, brut de béton.
Donc oui, on va égayer un petit peu. Et est-ce qu'il y avait un médecin dans l'ouvrage? Alors dans les petits ouvrages d'infanterie, les compétences d'un infirmier suffisaient largement. À soigner les petites blessures Voilà, quotidiennes. de la petite bobologie, on était là sur une salle de pansement. Si par contre il fallait effectivement opérer, donc passer sur de la chirurgie beaucoup plus importante, là il fallait rapatrier le blessé dans les gros ouvrages d'artillerie. En l'occurrence chez nous c'était le Simsorof. Le Simsorof qui est à combien de kilomètres alors? À peu près à 12 km à vol d'oiseau. Ok, bon, fallait pas qu'il y ait la guerre, hein, parce que sinon... C'est pour ça qu'il y avait effectivement ces chambrées pour stabiliser, pour maintenir le soldat en attendant de pouvoir déplacer le blessé. Alors maintenant j'en arrive à ma partie préférée de l'émission. Est-ce que tu es du secteur? Est-ce que tu habites dans le coin? Est-ce que tu es originaire du secteur? Alors je ne suis pas originaire du Beachland. Ah. Je suis originaire de Proche-Alsace. Ok, donc peut-être que tu parles le Platt. Alors le Platt, non. L'allemand, le Hochdeutsch? Le Hochdeutsch, non. L'alsacien, un petit peu. L'alsacien, est-ce que tu auras peut-être une expression en alsacien à nous apprendre? Non, j'ai pas envie, parce que c'est que des gros mots. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller découvrir une expression en Platt de chez nous. Regardez. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? C'est allemand ça ou pas? C'est du Platt. Je suis merde zit. Je suis merde lit. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire en français? Je sais parler l'allemand, mais en français, il faut lire à l'envers ou quoi? Je sais pas. Alors, jetzt stimme der Zeit, jetzt, moi je dis comme ça, hein, stimme de Light. Ça veut dire, so maintenant c'est comme ça, ou un truc comme ça du genre. Je schlimmer das ist, je schlimmer der Lied. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire en français? Der schlimmer das ist, je schlimmer der Lied. Schlimm, je sais que c'est grave, mais après der Sit, schlimmer der Sit, c'est de te Sit, je sais pas. Et de Lied, ça je ne vois pas. Bon, c'est une honte pour moi parce que ma mère est allemande, mais je ne sais pas. Plus le temps s'endure, plus les gens sont méchants. Alors celle-là, je ne la connaissais pas. Par contre, elle est très bonne parce que c'est la vérité. Depuis le Covid, les gens sont individualistes et méchants. Nous sommes au bloc 3, le bloc de combat, à l'espace Tourelle. C'est la pièce maîtresse du fort, je suppose. Une des pièces, oui. Explique-moi un petit peu son fonctionnement. Alors, sur la tourelle, là on est sur une tourelle bien spécifique, moderne déjà pour l'époque. J'ai tendance à dire que c'est une tourelle limite hybride, c'est dans l'air du temps. Ok, oui. Donc on peut effectivement la manipuler manuellement. Donc en cas de coupure de courant, on avait toujours possibilité de la manipuler manuellement. Mais en l'occurrence, quand on avait de l'énergie électrique, celle-ci pouvait fonctionner électriquement. Ok. Donc on va pouvoir effectivement sortir l'ensemble de la tourelle, la faire dépasser de son bloc de combat. Et en la faisant dépasser, vont apparaître les bouches à feu, en fonction de l'armement qu'on peut avoir dedans, soit des mitrailleuses, soit des canons. En l'occurrence, ici, ce sont des mitrailleuses. Et où étaient stockées les munitions? Alors les munitions n'étaient pas loin. Il y avait par-ci, par-là des armoires dans lesquelles on pouvait placer des munitions. Ou alors, proche des tourelles, on avait déjà un petit stock dans différentes niches qui pouvaient se trouver aux alentours de cette tourelle. Et le stock permettait de tenir combien de temps face à un ennemi? Alors ici, c'était, comme dit, quelques heures. Tout dépendait de ce qu'on avait à l'extérieur, à défendre ou ce genre de choses. Donc ça pouvait être de quelques heures à quelques jours. Après, le grand stock se faisait en plus bas, beaucoup plus bas, qu'il fallait bien sûr remonter en cas de rupture ici, forcément. Au niveau de la puissance de tir, ça... Les mitrailleuses, en général, on disait toujours entre 700 et 800 mètres. On avait tendance à dire, et ça c'était une propagande à l'époque, qu'on pouvait faire presque du 1000 coups minutes. Mais si on regarde bien, avec tout ce qu'il fallait faire pour les refroidissements, ce genre de choses, on tombait vers 500,
peu près 500 coups par minute pour des Bon, jumelages de c'est mitrailleuses. déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà beaucoup. Ok. Alors là maintenant tu voulais me montrer un petit peu comment, enfin je peux la manipuler. L'espace, je te propose même, on va la sortir manuellement. Et lorsque la tourelle sera sortie de son bloc, ce qu'on aura appelé la mise en batterie, il y a un petit moteur qui va se mettre en route. Et au moment où tu vas l'entendre, je vais t'inviter à grimper à l'étage de tir. Super. Et c'est toi qui vas la manipuler, tu Avec vas faire plaisir. la rotation. On fait ça comme ça? On y va. Parfait, je t'en prie. Allez, jusqu'au bout. Merci pour cette belle expérience. C'était vraiment très chouette de pouvoir manipuler cette tourelle. Alors par contre, j'ai un petit peu des hauts le cœur, parce que ça tourne vraiment beaucoup là-haut. C'est normal. Aujourd'hui, le tir, c'est plus seulement défensif, c'est aussi un loisir et un sport. Justement, découvrons une autre association du secteur. Cela fait maintenant un peu plus de 60 ans que le club de handball de Sarralbe existe. Aujourd'hui, ce sont 220 membres actifs qui sont dans l'association. Un nombre record qui n'arrête pas d'augmenter au fil des années. 11 équipes sont engagées en compétition avec une autre en loisir. Le handball, c'est un sport d'équipe, de contact quand même. Et je dirais que c'est un sport où il faut beaucoup réfléchir, être malin pour qu'il se joue à 7 contre 7. Chaque gardien est dans une zone où les joueurs n'ont pas le droit de pénétrer pour tirer, donc ils doivent tirer en dehors de cette zone. Et j'ai le droit à 3 pas ou dribbler pour me déplacer. Le jeu se déroule sur un terrain de 40 mètres sur 20 mètres. Ce sport est très accessible et tout le monde peut se démarquer. Tom, lui, a expérimenté plein de postes différents et il est aujourd'hui arrière-gauche dans l'équipe senior masculin qui évolue en régional. Il y a plein d'informations qui viennent, on touche plus le ballon que certains postes. On différencie en 2 postes, les avants et les arrières. Les arrières, c'est la base arrière, donc les 2 arrières et le demi-centre. Et on a les avants qui sont les ailiers et les pivots, qui touchent eux moins la balle, mais qui sont plutôt des finisseurs. Et les arrières sont plutôt les créateurs de jeu ou les tireurs de loin. Lui et ses camarades s'entraînent 3 fois par semaine. Il y a un côté très familial parce que quand même, on se connaît tous à force. Et même si on garde un côté compétitif pour l'équipe Fagnon, je dirais quand même l'esprit familial, que ce soit chez les jeunes ou même chez les adultes. Donc l'esprit vraiment familial et la convivialité. Si vous êtes intéressé pour vous lancer dans ce sport à Sarralbe, la licence coûte entre 60 et 110 € en fonction de votre âge. Nous entrons dans une pièce visuellement impressionnante, superbement restaurée. C'est l'usine de Rohrbach. C'est l'œuvre des bénévoles, donc toute cette restauration? Alors oui, la restauration, oui, et c'est les bénévoles de l'association qui se sont amusés à repeindre les murs, à remettre l'éclairage d'époque en fonction et d'enlever toute la modernité qui avait été mise au début à la création de l'association. Donc ouais, c'est l'œuvre des bénévoles. Donc sur plusieurs années, ça fait combien de temps que vous vous efforcez à restaurer cet ouvrage? Alors depuis 1987, si on regarde bien. D'accord. 1987, la création de l'association. Oui. Par une poignée de bénévoles. Et ouais, jusque-là, oui, de la restauration, de la remise en état, tout simplement, par passion. Et là, il y a aussi une belle inscription en carrelage. On se croirait presque dans le métro. Ça aussi, c'est d'origine? Alors, c'est d'origine et on a effectivement, alors à l'époque, au moment de la construction, bien sûr, tous les civils qui ont contribué à la construction de cet ouvrage, au bout d'un moment, il leur fallait du matériel. Et c'est des entreprises nationales qui ont fourni le matériel. Et en l'occurrence, dans l'Est, à Rohrbach, c'est une entreprise de Paris qui avait fourni aussi le carrelage du métro parisien. Ah, donc c'est la même, alors je ne me suis pas trompée. Exactement la même chose. Ok. Et vous organisez aussi des escape games. C'est une idée parfaite, parce que le lieu s'y prête parfaitement. C'est ponctuel ou régulier? On va dire que c'est tous les ans, on va essayer d'en faire un. Et ça depuis maintenant quelques années.
On en crée régulièrement, on regarde si ça peut fonctionner ou pas. Donc oui, tous les ans, Ça a du succès alors? énormément. Ouais, bah c'est la mode en plus, hein, les Voilà. escape games. C'est ça. Et puis toutes les générations se prêtent à ce jeu-là. Donc oui, c'est magnifique. Et dans un lieu comme le nôtre, Bah encore oui. plus, c'est sûr. Alors, explique-moi un peu le rôle de cette salle. Alors cette salle, c'est tout simple. Il y avait dans cet endroit-là énormément de bruit. Tout simplement parce qu'il y avait en place des moteurs qui, jumelés à des génératrices, ce qu'on appelle communément aujourd'hui un groupe électrogène, permettaient tout simplement de produire l'électricité pour l'ensemble de l'ouvrage. Un seul moteur suffisait largement, le deuxième était là en secours. J'allais dire, il y en a un de secours. Tout à fait. Ok. Voilà. Bon, avant de parler un petit peu des escape games, j'en connais une qui adore aussi jouer, peut-être aux escape games. On va voir ce qu'elle nous propose aujourd'hui. Hop là, c'est l'heure de jouer et je me trouve aujourd'hui sur la place du marché de Sarreguemines en compagnie de Fiona et Maxime. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, cette fois-ci vous êtes deux, je vais faire un petit peu différemment. Je vais vous poser une question à chacun et puis on va tester comme ça votre culture sur le territoire local. Alors, une première question, ce sera avec une photo. Donc il faudra me dire ce que vous voyez sur cette photo et je vais vous poser une question qui va avec. Alors, la photo c'est la suivante. Et je vais vous demander comment se nomme l'outil que le souffleur de verre de Meisenthal tient dans sa main. Alors c'est une question à choix multiples. C'est alors soit un corps, soit une canne, soit une flûte ou un twirling bâton. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas bien. Un corps, une canne, une flûte. On va dire que le twirling bâton, on peut l'abandonner. La flûte. Je sais pas. Ouais, je crois. Oui. Plutôt Je sais une pas, il flûte. souffle dedans. Donc. C'est vrai que ça oui, pourrait être je logique. crois. C'est pas du tout ça, c'est une canne. Mais franchement, moi je suis votre logique. Une flûte, ça aurait été plus logique. Mais non, ça s'appelle une canne. Et du coup, c'est avec ça qu'ils soufflent le verre et puis qu'ils font de très belles créations. Alors, je vais poser la deuxième question du coup. Bon, vous avez répondu un petit peu tous les deux, mais on va tester une autre méthode. Alors là, je vais vous poser juste une question, il faudra y répondre. Dites-moi quel est le point commun entre ces villages. Alors les villages sont Montbronn, Walchbronn et Sturzelbronn. Quel est le point commun? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez savoir ce que ça veut dire? C'est en allemand. Oui. Qu'est-ce que ça peut dire en allemand? Je sais pas du tout. Un puits, je Bronn. Un puits. C'est ça, une fontaine ou un puits. Et c'est un préfixe un suffixe qu'on retrouve de commun dans ces trois villages. Vous en sortez très bien. Merci. Et j'avais une dernière question à vous poser. Est-ce que ça vous arrive de vous promener dans le territoire et de profiter un petit peu de sorties culturelles ou touristiques chez nous? Qu'est-ce que vous aimez visiter le plus? Moi, j'aime bien la ville, le centre-ville. Oui, de Sarreguemines? Oui, elle est très belle. Voilà. Et à la nuit, c'est trop beau. Hein, ici. C'est vrai? Vraiment, oui. C'est vrai, quand c'est illuminé avec la Sarre et tout, oui. À côté du canal, c'est vrai que c'est assez chouette. Le casino aussi. Le casino aussi? Et le musée de la faïencerie. Ah oui. Les deux. Le moulin aussi. C'est super. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Super. Merci. Et j'espère que vous aussi derrière votre écran. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À plus. Merci beaucoup Frédéric de m'avoir guidé à travers les méandres de ce fort. Fut un plaisir. Mais pour moi aussi. Quand est-ce qu'on peut visiter l'ouvrage? Alors, l'ouvrage est visitable tout au long de l'année. Il y a effectivement des horaires prévus. Pour bien faire, rendez-vous sur notre site internet. Rubrique réservation en ligne. Vous avez les jours, les horaires définis. Et voilà, en général, c'est des visites à 15 heures. Surtout en période hivernale. Sinon, période estivale, c'est toute la semaine, le matin et l'après-midi. D'accord, c'est noté alors. Peut-être que je reviendrai avec ma fille et mon compagnon. Ça peut être une chouette sortie du dimanche. C'est ça. Et heureusement qu'il y a des bénévoles comme toi pour faire vivre la mémoire locale. Donc merci encore à toi pour ton engagement. Merci, c'est gentil. Et puis je te dis peut-être à une prochaine alors. Avec plaisir. Merci Marie. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!